Eh bien, nous commençons ce webinaire. Merci à Céline Pavlo d'être présente ce soir. Merci à tous. C'est à vous de commencer la présentation, Céline. Merci Louis, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Julien, vous allez donc pouvoir passer cette première slide de présentation. Je vous présente ici Uwine et notre équipe. Nous sommes donc des négociants, une équipe de négociants située à Bordeaux, comme le disait Louis. Uwine, au-delà d'être un simple négociant, c'est finalement un écosystème, puisque notre métier, c'est le vin, mais on va proposer, et on va le voir tout au long de cette présentation, un panel d'offres et de services autour du vin, qui vont même jusqu'à des caves patrimoniales, on va le voir ensemble. Et c'est aussi tout l'intérêt dans cet écosystème de travailler avec des professionnels, et notamment le cabinet Montaigne et Louis et son équipe, dans la mesure où leur cœur de métier, c'est vraiment de vérifier que votre patrimoine correspond aux offres qu'on peut proposer. Et moi, ça me permet de me concentrer sur mon métier qui est le vin. Et c'est important de bien dire. On est aujourd'hui, et là, Julien, je vous invite à passer la slide suivante, s'il vous plaît. On est aujourd'hui 26 entre Bordeaux, Shanghai et Hong Kong, puisqu'on vient d'intégrer encore de nouvelles personnes. La directrice opérationnelle est arrivée récemment et elle située à Hong Kong. Nous avons donc un bureau à Shanghai, c'est ce que je disais en introduction pour les personnes qui étaient avec nous, puisque nous avons principalement axé nos réseaux de distribution aujourd'hui vers l'Asie. Et pour rappel, effectivement, il y a 60% de chances qu'une bouteille produite en France ou d'ailleurs soit bue réellement en Chine. Ça vous donne une idée de ce marché-là dans la distribution des vins, puisqu'effectivement, une bouteille est faite pour être bue. C'est pour ça qu'un viticulteur la produit. Et ça me permet de faire le lien avec la thématique d'aujourd'hui qui était axée sur les États-Unis. Les États-Unis, nous y allons cette année, dans la mesure où c'est le deuxième marché de distribution des vins, puisque ça représente 20% des bouteilles qui sont consommées par des Américains. Voilà. Quelques chiffres que vous pouvez voir sur cette slide. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'hypercroissance. Nous enregistrions 70% de facturation supplémentaire lors du dernier exercice fiscal. Nous clôturons le 30 septembre. Je peux déjà vous annoncer que là, sur ces 6 premiers mois, entre octobre et maintenant fin février, on a déjà enregistré la facturation l'année dernière. Donc c'est de bon augure. Voilà, on a plus de 1000 clients aujourd'hui, plus de 25 millions d'encours sous gestion. Encore une fois, ce sont des chiffres là qui sont au 31 décembre. Mais ça évolue de manière assez conséquente sur ces 3 premiers mois de l'année, en tout cas. Voilà. Je suis à votre disposition pour répondre à tous ces éléments chiffrés. Peut-être en fin de présentation, je vous propose d'avancer. Sur le marché du vin, quelques perspectives qu'on voit sur 2020 et sur une année qui peut paraître un peu complexe à bien des égards, et on peut en parler puisque nous sommes de nouveau confinés, certains sont à Central Park, et ça permet aussi de rêver à bien des destinations. On s'aperçoit vraiment que le vin peut être considéré comme une valeur refuge, et ça sera l'objet de mon slide suivant. En tout cas, c'est un actif décorrélé des marchés financiers, et on voit bien que dans une période où les courbes des différents index sont parfois très volatiles, le vin reste assez stable. Notre benchmark reste toujours le Livex, qui est l'indice de référence situé à Londres, et on se rend compte que en fin d'année dernière, il clôture à 5,4% de hausse, donc c'est quand même assez rassurant. Il y a des nouvelles perspectives mondiales, et notamment d'assainissement du marché chinois. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la direction, pardon, la présidence de Chine a fait quand même pas mal le ménage, et aujourd'hui, très clairement, c'est de bon augure parce qu'on arrive sur un marché qui arrive à maturité, et où tout ce qui
était d'ordre un peu fraude et j'en passe, est complètement out. Donc aujourd'hui, le marché est sain et ça nous permet de faire du business en bonne et due forme et on tenait vraiment à arriver sur un marché comme ça. Le dynamisme de la campagne primeur 2020 fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Bordeaux. Le millésime 2019, donc de la campagne 2020, cette année, pour rappel, on achètera le millésime 2020, campagne 2020. Il y a toujours un an de décalage. Fait qu'on reparle de Bordeaux et que Bordeaux est une valeur sûre, et on va le voir dans le slide juste après. Les régions à la pointe, la Piémont et la vallée de la Loire, on les suit de près. Et on va le voir aussi sur les perspectives de cette année. Donc, on attend beaucoup de cette campagne qui s'annonce très compétitive du fait de la crise actuelle. Finalement, c'est aussi un marché d'opportunités dans la mesure où les cafés, hôtels, restaurants sont toujours fermés. Il y a une distribution qui ne se fait pas. Et donc, les négociants traditionnels ont pour habitude de d'abord vendre à ces publics-là, puis aux importateurs, puis à des distributeurs, puis aux cavistes, etc. Donc, en l'occurrence, nos collègues négociants qui ne commercialisent pas directement particuliers privés ont des stocks très importants. Et pour pallier à ça, les propriétés qui, elles, vendent leur vin aux négociants abaissent leur prix. Et c'est en ça que nous, qui nous adressons directement aux particuliers privés, pouvons vous proposer cette année encore, comme c'était le cas l'année dernière, des prix des vins très accessibles. On va revoir tout ce modèle-là par la suite. De très belles perspectives, c'est ce qui est à retenir sur cette année. On est dans un contexte effectivement difficile à bien des égards, mais en tout cas, en ce qui nous concerne et dans notre marché, c'est plutôt opportun. Et il y a effectivement des choses à prendre. Voilà. Juste le dernier, enfin voilà, impeccable. Merci Julien. Je pense qu'on est dans le bon timing. C'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est une valeur refuge? La forte résistance à la volatilité est actée et vous voyez dans le premier graphique de gauche la ligne la courbe en violet qui est finalement l'indice du LiveX qui est assez stable sur toute la ligne du temps et les différents index des marchés financiers qui est soumis à une volatilité beaucoup plus importante. C'est un indice qui, sur le long terme, effectivement, reste stable et reste en progression. Et vous avez sur le graphique de gauche ensuite, de droite, pardon, donc sur le graphique de droite, je commentais par le graphique de gauche et donc sur le graphique de droite, vous avez les courbes des différents index qui vont représenter les vins de Bordeaux, les vins de Champagne, les vins de Bourgogne, etc. Et on remarque que la seule valeur qui diminue, c'est la valeur des vins des nouveaux mondes, ce qui indique bien qu'en période de crise, on revient aux essentiels et les essentiels, ce sont effectivement les Bordeaux, les Bourgognes, finalement les vins et les grands crus de référence. Et c'est ça effectivement qu'il faut bien regarder. Parfait, merci Julien. La sélection qui est faite par UN et par le comité de sélection est assez drastique, c'est-à-dire qu'on propose 1% des meilleurs terroirs de la planète. Ça peut paraître assez marketing évoqué de cette manière-là, mais ça a vraiment du sens. On propose diverses offres à nos clients. En ce qui concerne les offres patrimoniales, on a une obligation de moyens qui nous est donnée par l'autorité des marchés financiers d'apporter une performance la plus importante possible. C'est un objectif, encore une fois, qui nous est donné, mais on se donne les moyens de cela par une sélection de valeurs montantes et également une sélection de vins qui puissent être liquides, sans mauvais jeu de mots, sur les marchés. Qu'on puisse revendre facilement et dans des temps restreints. Et donc, c'est vraiment sur ces deux critères-là que le comité de sélection fait son travail. Le comité de sélection est composé de Quentin Chaperon, directeur des achats, qui était champion du monde de dégustation lors de ses études d'œnologie, d'Émeric Decloué, qui est le seul expert à la Cour d'appel de Paris en vin, et de Thierry Dessauve, qui nous assiste également sur les différentes campagnes primeurs ou sur les sélections des allocations que nous avons
en Bourgogne, en Vallée-du-Rhône, dans le Piémont. On a vu que c'était une région qui fonctionnait très bien et ça s'accélère depuis quelques années, mais on le voit venir depuis un moment. Voilà, vraiment, vraiment des pépites un peu partout. On parlait des vins du Nouveau Monde. On y va, mais on y va très prudemment sur ces deux critères-là, puisqu'on voit qu'il y a vraiment des valeurs à prendre sur ces vins-là et que en période de crise, il faut aussi être prudent par rapport à cela. Merci Julien pour la slide prochaine. Impeccable. Le modèle U-Wine, et je pense que c'est la slide peut-être la plus intéressante de la présentation, de manière à bien vous montrer quel est le modèle de prise de valorisation des vins. L'idée, comme dans tout investissement, est d'être le premier acquéreur du dernier millésime à potentiel commercialisé par la propriété. C'est ce qu'on appelle le modèle primeur à Bordeaux, c'est-à-dire que vous achetez donc le millésime tout juste vendangé. La prochaine campagne qui se situera fin avril, nous allons nous porter acquéreur du millésime 2020. Dans d'autres régions, on appelle ça allocation, c'est-à-dire que la propriété met à disposition les vins une fois qu'ils sont dits livrables, c'est-à-dire déjà embouteillés. Dans le cas des primeurs, les vins ne sont pas encore embouteillés. Dans le cas des livrables, les vins sont donc embouteillés. Il peut donc y avoir un décalage du millésime. La question reste, qui est le premier propriétaire des vins et qui a accès au meilleur prix? En tant que négociant, on achète pour votre compte directement près de la propriété pour vous sécuriser le meilleur prix d'achat. Ce qui signifie quoi? Vous avez une courbe en pointillé qui est le modèle de valorisation du vin et qui là s'explique par différents paramètres, que ça soit une production finie sur des appellations prestigieuses où effectivement les cahiers des charges des appellations obligent à une production qui est limitée, à un produit qui se valorise dans le temps, à un produit qui est consommé. Une bouteille ouverte, il y en a une en moins sur le marché, donc le système d'offre et de demande fait son travail, ça se valorise. On est en plus de ça sur un marché haut de gamme et de luxe qui permet les prix de transaction élevés. Et donc, certains amateurs de vin sont prêts à payer très cher pour des bouteilles. Et donc, vous voyez parfois des prix qui peuvent paraître complètement délirants et qui s'envolent sur certains flacons. La courbe qui est en blanc et qui oscille est donc la courbe d'une éventuelle volatilité de marché. Ça existe, même si on l'a vu, elle est moindre que sur certains indices boursiers notamment. Ce qu'il faut en retenir, c'est que quand vous avez acheté au point 1, et donc directement près de la propriété, vous êtes moins sujet aux volatilités de marché, puisque si vous souhaitez revendre la bouteille, par exemple, au point 3, même si vous êtes en bas d'une courbe de volatilité, eh ben, vous avez quand même gagné de l'argent et en l'occurrence, vous avez limité largement les choses. Le modèle U-Wine, c'est d'acheter directement près de la propriété, d'attendre que cette première lame de consommation se fasse, c'est-à-dire que les cafés, hôtels, restaurants aient commercialisé, que les cavistes également, et que dans les 5 premières années, on se rend compte qu'il y a 60% de la commercialisation qui se fait. Nous, on arrive sur cette deuxième finalement lame de distribution à partir de la 5e année, où on arrive sur un marché d'amateurs de vin qui ont envie de consommer une bouteille, enfin d'acheter une bouteille qui est prête à être consommée. C'est-à-dire que quand vous dégustez une bouteille, je pense que si vous dites oui, j'y ai passé un bon moment, vous avez envie d'en ouvrir une autre. Et c'est comme ça qu'on vend du vin. En général, avant les 5 ans, il peut y avoir des opportunités et des bouteilles qui vont se valoriser plus vite, mais ça reste assez anecdotique. Ce qu'on voit, c'est que la norme est plutôt sur un modèle de valorisation entre la 5e et la 8e année. Voilà. Les 3 offres que nous proposons chez YouWine, l'offre de cave libre qui est complètement à droite de votre écran, ça y est, je me suis repérée par rapport à tout à l'heure. C'est une offre de distribution assez traditionnelle, d'achat de vin pour votre consommation. C'est notre premier métier, le métier de négoce de vin, où on peut vous conseiller sur une bouteille prête à boire dès maintenant, on sait faire, où on peut aussi vous trouver des flacons exceptionnels ou des verticales. J'ai un client très récemment qui m'a demandé une verticale de Romanée Conti, on sait faire aussi. On a des collectionneurs et c'est notre métier premier de vendeur de vin pour la consommation. Et on a 2 offres patrimoniales qu'on va détailler davantage ce soir, que sont la cave patrimoniale et l'offre YouWine Concru, une offre de private equity. L'offre de mandat YouWine, l'idée est que vous êtes propriétaire de vos bouteilles, on définit un cahier des charges et que vous pouvez revendre toute ou partie de vos bouteilles selon 2 options.
et on va les revoir. Et l'offre de Private Equity est une filiale de Uwine SAS, qui est une société de négoce à part entière. Et donc là, l'idée, et je vous propose, Julien, de passer à la slide suivante, s'il vous plaît, est qu'on transforme 80% des fonds levés en flacons, donc en bouteilles de vin, que les bouteilles vont prendre de la valeur sur la même idée que la slide de valorisation des bouteilles que je vous montrais précédemment. La société se met en marche de revendre les bouteilles à partir de la 5e année. Et en début de 8e exercice, la société a suffisamment de cash. Elle a vendu l'ensemble du stock de cette année-là, finalement, et elle a suffisamment de cash pour acheter les parts des actionnaires par réduction de capital et allouer un bonus en fonction, effectivement, du millésime dans lequel est rentré l'actionnaire. Voilà, pour que Céline reprenne sa respiration, ce sont des offres qu'on avait présentées à un certain nombre d'entre vous en fin d'année dernière, et donc nous avions certains de nos clients qui ont souscrit à ces offres où on a un avantage fiscal à l'entrée, puisqu'on a un produit qui a une défiscalisation. Quand on achète 10 000, eh bien, on a 2 500 € de réduction d'impôt. Je vous laisse, Céline, continuer sur la cave patrimoniale. Exactement. Je finis juste sur ce prospectus parce qu'on est effectivement dans le cadre d'une offre au public visée par l'autorité des marchés financiers dans le cadre d'un prospectus dont le suivant, si je parle du suivant, c'est que nous venons de clôturer cette offre au 31 mars et que l'AMF est en train de viser le prochain qui, semble-t-il, sera disponible dès le mois de mai. Voilà, donc c'est toujours en cours. Et le ticket d'entrée sur cette offre-là, l'action est commercialisée 12 €, donc vous pourrez rentrer à compter de 12 000 €. Et effectivement, réduction d'impôt disponible. Et vous pouvez également souscrire via un PEA ou un PEA-PME, et auquel cas l'avantage fiscal est à la sortie. Je laisse Louis échanger avec vous de tout cela en fonction de vos besoins et réalités personnelles. J'enchaîne donc sur la deuxième offre, l'offre de mandat. Là, vous êtes ici propriétaire de vos vins, de vos bouteilles. On définit ensemble le cahier des charges de votre cave selon deux principaux critères. Quelle est l'origine du vin? Est-ce que vous souhaitez constituer votre cave plutôt avec des vins de Bordeaux ou également avec des vins d'autres régions? Et quel profil type on met à l'intérieur de la cave. Et ça, c'est effectivement mon métier de pouvoir vous accompagner. Quand on parle de profil, il y en a trois. Le profil des Legends, les grands vins, les grands crus de Bourgogne, les premiers grands crus classés à Bordeaux. On va parler d'Aubryon, d'Angélus, de Ozone, de Cheval, etc. Qui sont eux très liquides sur les marchés, c'est-à-dire qu'on peut les revendre très, très rapidement, qui ont une perspective de plus-value certaine, mais peut-être un peu moins importante qu'une valeur montante, qui est le pendant complètement inverse, les Rising Stars, où ici, on a un prix à la bouteille moins élevé, une notoriété sur le marché peut-être un peu plus confidentielle, mais il faut se resituer à une année N et à une portée plutôt 5-8 ans. Et là, avec une perspective de plus-value très importante, puisqu'on parle des vins qui sont vendus en primeur entre 30 et 80 € la bouteille, et pour lequel c'est donc plus facile d'aller sur du x2 ou du x3. On répartit la cave en fonction de votre projet. Cave sous gestion, bouteilles que vous pourrez revendre ou consommer. Cave libre premium, bouteilles que vous choisissez et que vous verrez vous faire livrer quoi qu'il arrive puisque vous les avez choisis. Pour remplir encore une fois cette obligation de moyens donnée par l'AMF, nous avons cette obligation de conseil et donc en fonction du profil de cave déterminé ensemble, c'est Uwine qui fera la répartition pour votre compte. Quelques chiffres clés. Vous avez vu, pardon Julien, je reviens juste sur la slide précédente. Il y avait juste quelques paramètres à noter. On est ici sur un ticket d'entrée de 20 000 € qui peut être réparti sur 2 millésimes, donc 2 appels de fonds de 10 000 €, avec une dégressivité ensuite des différents frais, que ce soit les frais de gestion qui sont au maximum de 2% par an sur 5 ans. Voilà, et qui eux vont être dégressifs. Dans la dernière catégorie la plus intéressante, par exemple à 100 000 € d'achat de vin par an, on est à 0,5 de frais de gestion.
je passe assez vite sur ces paramètres-là. Pour simplement terminer sur la fiscalité, 2 points à noter sur cette offre. Le fait que nous vous proposons le régime suspensif de TVA, c'est-à-dire que vous achetez les vins hors taxe et vous les revendez hors taxe. Le fait générateur de l'application de la TVA, c'est la livraison. Vous demandez livraison de vos vins, on vous applique effectivement la TVA sur le prix d'achat des vins. Il n'empêche que si vous revendez la bouteille, c'est l'heureux acquéreur et consommateur des vins qui, lui, s'acquittera des frais douane si c'est à l'étranger et taxes de son pays. Ça vous fait une économie de trésorerie de 20 points sur votre placement, ce qui n'est pas négligeable. Et au-delà de ça, en termes de fiscalité des plus-values, ce produit appartient à ce qu'on appelle le vin appartient à la fiscalité des biens meubles, et il est dit que vous pouvez vendre autant de lots que vous le souhaitez. Si tant est que la valeur du lot est inférieure à 5 000 euros, il n'y a pas d'obligation de déclaration et donc de fiscalité associée. Le modèle U-Wine est de revendre à des particuliers privés partout dans le monde. Et donc, les lots sont souvent, et dans la majorité des cas, inférieurs à 5 000 euros. Et en tout cas, c'est le travail de U-Wine de vous proposer des conditionnements inférieurs à 5 000 euros. Et encore une fois, vous pouvez faire autant de lots que vous le souhaitez par an. C'est la valeur du lot qui fait foi. Cela est bon pour moi. Merci, Julien. Simplement pour vous refaire une petite carte de ce que donne ce produit sur 5 à 8 ans. Première année, vous l'avez compris, on fait un appel de fonds minimum 10 000 euros de manière à constituer votre cave en fonction du profil qu'on a déterminé ensemble. Vous allez pouvoir consulter les vins mis dans votre portefeuille directement via votre application mobile, où l'ensemble de votre cave va être décrite et vous verrez les valorisations associées. Pendant ce temps-là, vous allez bénéficier de l'expérience U-Wine puisqu'on va vous proposer en temps normal des dégustations exclusives, des tournées châteaux, des dîners à partager, des choses assez sympathiques. Et même lorsque cela nous a rendu impossible, on garde le lien avec nos clients et nos partenaires dans des moments comme celui-ci et parfois même dans des moments où on vous livre des bouteilles et on les ouvre avec les viticulteurs pour faire des dégustations commandées en direct. On sait faire aussi et on s'adapte. La relation et le lien est vraiment quelque chose d'important pour nous. On vous fait des préconisations ensuite à partir de la 5e année, à savoir que souhaitez-vous faire de ces bouteilles. Voilà notre idée. L'idée est que votre vin atteint telle valorisation. Et donc, pour nous, c'est le moment de vendre. Êtes-vous d'accord ou oui, non? Voilà le prix de réserve auquel on proposera votre vin. Ou souhaitez-vous vous faire livrer cette bouteille? C'est peut-être un projet que vous nous avez évoqué, ou on vous propose peut-être plutôt d'attendre puisqu'on sait que cette bouteille, on a encore sous le pied et qu'il sera plus opportun de la vendre l'année d'après. C'est possible aussi. Pour finir, vous bénéficiez de votre plus-value, que ce soit en cash ou en vin pour vous faire plaisir et le plaisir est bien là. Merci Julien, le timing était parfait. La passion. La passion, c'est ce que j'évoquais, c'est les différents moments qu'on va passer avec vous. Et là, Julien, vous pouvez dérouler. Vous voyez ici le château Cheval Blanc, puisque l'objet, c'est de transmettre la culture des grands crus. Et ici, vous avez les images de différentes manifestations qu'on a pu faire. De transmettre la culture des grands crus et d'apporter plaisir et émotion aux amateurs des vins du monde entier. La suivante, voilà, et vous accompagner dans la constitution de votre cave tout au long de votre vie. Vous n'avez pas les mêmes problématiques et les mêmes besoins et envies à 30 ans qu'à 45 ans, qu'à 60 ans, ni les mêmes budgets. On sait effectivement débuter avec la constitution d'une cave et d'un patrimoine, s'adapter à des entrées et des sorties d'argent plus ou moins importantes. La transmission est aussi un facteur que vous pourrez évoquer avec Louis et son équipe, puisqu'on sait aussi créer des caves au nom des enfants ou pour le compte d'enfants. Donc il y a aussi des choses à faire de ce côté-là. Merci Julien. L'innovation chez U-Wine, on a cela en commun avec Louis
d'aimer l'innovation et le digital et la technologie notamment. L'application mobile, je l'ai évoqué assez rapidement, elle vous donne accès à différents services. La conciergerie de manière à nous faire passer vos desiderata, demandes, souhaits de sur-mesure, etc. La boutique, le suivi de votre cave et la valorisation de votre cave, votre porte-monnaie virtuel qu'on appelle le compte Grand Cru, qui vous permet aussi de vous faire plaisir et qu'on peut créditer de temps à autre par différents moyens et les innovations qu'on met en place. On a breveté un système de copoliège que vous voyez ici qui nous permet de faire voyager les bouteilles au bon destinateur et donc aux consommateurs de vin partout dans le monde. Ce système de copoliège comme ça n'a l'air de rien. C'est un système qui permet de limiter tous les gradients de température et de conserver les bouteilles face à la casse. On a zéro taux de casse grâce à ça et on a fait des tests du troisième étage du balcon de nos locaux en jetant les caisses bois. La caisse bois morfle un petit peu, elle est un peu écornée au niveau des angles, mais les bouteilles n'ont rien, c'est miraculeux et grâce à ça, on arrive à livrer partout dans le monde grâce à des expressistes et en plus être très rapide en termes de délai. Les wine pass ou les wine box, c'est un système finalement innovant, même si on n'a rien inventé, de vente de vin. Ça nous permettait notamment de vendre sur des compagnies aériennes telles que Cathay Pacific en classe business. C'est-à-dire qu'on propose le vin sans que les distributeurs avec qui on travaille aient à se soucier de la logistique. La logistique, c'est pour nous quelque chose de très important parce que c'est ce qui fait aussi la satisfaction de nos clients. Et donc, on préfère s'en charger et ça les arrange bien d'ailleurs. Et donc, en l'occurrence, on crédite simplement le fameux compte Grand Cru, le porte-monnaie sur l'application. On les invite à télécharger l'application. Ils ont un code grâce au Wine Pass et ils se font derrière plaisir grâce au catalogue et grâce à l'application. Et on remarque que quand on a un client qui, avec un code de 100 US$ vient à un Wine Pass, découvre YouWine en général, il revient avec des paniers qui sont d'ordre de 8 000 $. C'est pour vous donner une idée, c'est les chiffres qu'on avait avec Cathay Pacific. Donc, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, et puis plein d'autres choses à venir, je ne peux pas tout vous dire, mais de nouvelles innovations arrivent encore. Alors, je vous propose de découvrir, parce que les personnes qui en parlent le mieux sont celles qui ont réellement fait ce millésime, de découvrir ce millésime 2020 au moment des vendanges. Je ne sais pas, Julien, si on a possibilité de regarder la vidéo avec un son, ou si Louis et son équipe vous font parvenir la présentation pour que vous puissiez la regarder à tête reposée. Alors, le lien du PDF permettrait d'envoyer une vidéo, si j'ai bien compris. Alors, toc, toc. Si on peut, Julien, on peut tenter de, donc sur la slide précédente, de cliquer sur le lien pour voir le lien. Il y a bien un lien dans la page d'avant, là-haut. Je ne sais pas si s'il marche chez vous ou pas. Habituellement, on n'a pas souvent le son, mais Ah, alors, est-ce qu'on va voir le son? alors on ne va pas avoir le son, on a les sous-titres. Voilà. Je vous propose peut-être parce que Louis mettra à votre disposition la Donc, présentation. la présentation, et de toute façon, vous pouvez télécharger la présentation dans les documents à télécharger. Les documents que vous avez, on vous l'a téléchargé. Si jamais vous ne l'aviez pas, vous nous la demandez. Voilà. Et donc, on a bien dans les documents à distribuer la présentation que vous pourrez télécharger. Du coup, vous aurez accès à cette vidéo. Voilà, voilà pour tous. Julien, on va en sortir peut-être si jamais vous y arrivez. Et parce que maintenant, on est rentré de tous et d'en sortir. Voilà, super. Merci, Julien. Ça va me permettre de Et la donc, voilà. allez les écouter parce que je vous assure que ils ont plein de choses à nous dire, ces merveilleux viticulteurs et vignerons, et que c'est un excellent millésime. Ce millésime 2020
est un millésime qui a bénéficié des conditions climatiques de l'été dernier où il a fait très beau et très sec, ce qui donne un fruit vraiment très concentré. Il y a eu des pluies jusqu'il a fallu, en tout cas à Bordeaux, avant les vendanges au mois de septembre, ce qui a permis quand même d'avoir des grains un peu plus conséquents. Les volumes restent inférieurs par rapport au millésime 2019, mais les baies sont bien plus concentrées. Ce qui semble-t-il en fait un millésime un peu plus qualitatif. Et encore une fois, ce qu'on attend du marché cette année est la même chose que 2019, c'est-à-dire que, enfin du millésime 2019, donc de l'ancienne campagne, euh, c'est que on ait un rapport qualité-prix qui soit plus qu'intéressant. Il semble que ça aille dans ce sens-là. On a eu la chance de recevoir ces 15 derniers jours, on a été impeccable dans le timing, l'ensemble de nos partenaires à Bordeaux qui sont venus nous exposer leur perception du millésime 2020. Euh, et effectivement, ça semble être dans cette ligne-là. Certains parlent d'une légère augmentation des prix qui irait de l'ordre de 5 à 10%. Au regard de la qualité qu'on semble avoir, ça paraît effectivement plutôt très opportun. Donc ça semble être une belle campagne. Voilà. Avez-vous des questions? J'en ai terminé. Alors, eh bien, voilà. Donc, nous, pour revenir avant les questions, simplement, vous comprenez un peu plus pourquoi nous avons voulu faire ce webinaire maintenant. D'ailleurs, un fait assez drôle, c'est que l'ensemble des inscrits est présent au webinaire. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Donc, comme quoi, on a pas mal de gourmands qui sont présents ici ce soir. Je sens d'ailleurs j'entends déjà les bouchons sauter ou se déboucher à droite à gauche. Donc, pourquoi nous avons voulu faire ce webinaire maintenant? Parce que justement, comme vient de le dire Céline, nous pensons que nous rentrons dans un nouveau cycle. Il y a eu enfin, pas forcément une véritable baisse, c'est une petite correction sur les prix qui a pu se faire sur les millésimes 2018 et surtout 2019. Aujourd'hui, on pourrait rentrer dans un nouveau cycle d'une demande mondiale plus forte, notamment par le fait qu'il n'y a pas qu'en France que les gens ont envie d'aller au restaurant. Beaucoup de gens qui ont été privés du restaurant vont y aller et surtout vont le voir surtout comme un moment assez festif. Donc on pense qu'il va y avoir une reprise de la consommation importante, alors que la consommation de vin n'a pas tellement baissé pendant l'année précédente, puisqu'on s'est rendu compte, par exemple, que des négociants comme Millésima ont fait de très bonnes années 2020, et le négoce bordelais a pu faire des très bons chiffres pour ceux qui n'étaient pas auprès des hôtels et restaurants. Du coup, les gens voulant passer des moments festifs, on se remet et on pourrait avoir une hausse de la consommation assez sensible sur le 2021-2022. Et même si c'est le deuxième marché mondial et que l'on a une suspension des taxes sur les vins, on pourrait aussi avoir un deuxième élément positif. Et enfin, si le millésime 2020 en Bordeaux est un bon millésime, eh bien, c'est un élément supplémentaire. Donc, nous trouvons que il y a une opportunité sur le moyen terme à penser à se constituer une cave et nous cherchons depuis longtemps un outil pour le faire et avec Uwine, nous l'ont regardé depuis 2 ans maintenant, nous pouvons avoir trouvé le bon outil pour vous aider à constituer ou renforcer votre cave. La seule contrainte, c'est que si vous n'aimez pas le vin et les bons vins, ne le faites pas, parce que dans tous les investissements passion, si on n'est pas sûr de l'augmentation de la valeur, il faut au moins qu'on ait du plaisir à boire le vin. C'est comme les gens qui veulent acheter une voiture de collection uniquement parce qu'elle peut prendre de la valeur. Ça n'a aucun intérêt si on n'apprécie pas de conduire cette voiture. Eh bien, pour le vin, c'est exactement pareil. Pour les tableaux, la peinture, c'est exactement pareil. Si on n'a pas de plaisir à voir un tableau chez soi, on ne va pas l'acheter parce que ça va monter. Là, c'est pareil. Pour une voiture, il faut avoir du plaisir à la conduire. Et ben pour le vin, il faut avoir du plaisir à le boire. Voilà la seule contrainte que je mettrais à cet achat. Et nous allons pouvoir passer aux questions. Libérez-vous sur les questions. Je sais qu'il y en a plein. On va commencer par celle de Jean-Luc, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui sont à venir. Céline, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce que j'ai dit?
Non, vous avez raison, je rajouterais peut-être simplement la partie transmission, puisque je me rends compte que pour l'avoir vécu à titre personnel et pour l'entendre de la bouche de nombre de mes clients, nous avons effectivement une grande majorité de nos clients qui sont passionnés de vin, mais certains qui, pour diverses raisons, ne boivent pas forcément d'alcool, mais tiennent à transmettre ce goût du patrimoine et ce goût culturel aussi que représente et que porte le vin. Euh, voilà, ça a du sens aussi de se dire qu'on transmet parfois une cave et que, enfin, je parle pour moi, quand j'ouvre une bouteille de mon grand-père, je pense à mon grand-père et malheureusement, c'est pas forcément le cas à chaque fois que je vais à ma banque. Et bon, voilà, ça a du sens. Première petite question simple pour vous, Céline. Comment fait-on pour acquérir des superbes verres à vin rouge Riedel U-Wine que nous avons aperçus sur le premier slide? C'est une excellente question et merci de la poser parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose qu'on remarque et qui est très vrai et qui nous pousse aussi à innover beaucoup. Euh, pour juste une anecdote, on propose ces verres à la vente via nos partenaires distributeurs en Chine et ça nous a permis de faire un deal extraordinaire d'une famille qui a rentré et qui n'avait pas du tout prévu d'acheter du vin, a voulu acheter les verres et on lui a dit mais madame pour acheter les verres il faut acheter le vin et donc du coup ils nous ont acheté 120 bouteilles de Lafite. Voilà. Donc, la question suivante est: est-ce que vous voulez des Lafite aussi? Euh, les verres, on peut vous les proposer. On ne les distribue pas encore en France, mais vous pouvez être dans les premiers. Je me note en tout cas de faire passer une offre à Louis si cela vous intéresse. Bien. Deuxième question de Jean-Luc. Alors j'espère que vous comprendrez parce qu'il y a des choses entre les mots qui font comment participer à des conditions entre guillemets normales, voire intéressantes, comme avec d'autres châteaux en direct, aux vidéos de dégustation que vous proposez. Enfin, en gros, sans devoir payer une bouteille à un prix caviste. Voilà. Après, on pourrait toujours préciser la question. Bien sûr. Euh, voilà. Nous proposons à l'ensemble de nos clients et partenaires, vous l'avez compris, des moments exclusifs et de partage quand les conditions sanitaires le permettent. Quand ce n'est pas le cas, et même tout au long de l'année désormais, puisqu'on les maintient, on organise ce qu'on appelle des test and share, des invitations qui vous sont transmises par mail avec une thématique mensuelle. Nous avons fait dernièrement le second vin de Cos d'Estournel 2014. Le mois prochain, on vient de le lancer, ce sera avec le domaine de Chevalier sur 2 millésimes. Donc, on vous propose de enfin, vous avez la possibilité d'acheter en fait ces millésimes, de vous les faire livrer à l'endroit de votre choix. Et ça, c'est le premier jeudi du mois. Le troisième jeudi du mois se tient la webconférence en compagnie du propriétaire. Et donc, nous aurons la joie de les recevoir, qui commentent le vin, qui répondent à vos questions en direct. C'est vraiment un moment d'échange. Et l'avantage, c'est qu'on voit la même chose. Voilà. Donc, je ferai suivre de la même manière le lien du prochain Test and Share à Louis. D'accord. Mais j'ai vu, on a vu Chevalier arriver. Euh, du coup, ça y est, j'ai une question qui m'a traversé l'esprit, puis elle est repartie. Euh, oui, si, ça y est. Et alors, vous avez parlé de Vallée du Rhône, vous avez parlé de Bourgogne, et est-ce que le Languedoc, est-ce que vous identifiez des vins en Languedoc ou pas du tout? On a effectivement quelques valeurs en Languedoc. Alors, on peut citer la Grange des Pères, on peut citer euh, Peuchnob qui fait des choses effectivement merveilleuses, ou c'est Rostin qui a d'ailleurs cette propriété là-bas et qui est bien ancrée dans le Languedoc. Il y a effectivement de très belles valeurs que l'on fait plus que regarder de près parce qu'on travaille effectivement déjà avec certaines. On doit avoir quelques références et pour vous les citer, puisque c'est une région dans laquelle moi je me balade un peu moins,
J'y vais de suite. Mais oui, oui, on travaille avec eux et même si ça ne sera jamais une région majoritaire, on a effectivement de belles choses là-bas déjà. D'accord, très bien. Alors, messieurs, madame, messieurs, puisqu'il y a une dame et plusieurs messieurs, avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, puis si jamais vous n'arrivez pas à les poser, comme je vous ai dit, vous pouvez les mettre sur... euh, est-ce que vous voulez les mettre ou me les envoyer par SMS? euh, si jamais vous n'arrivez pas à les poser. Autrement, j'en ai d'autres, hein. Bon, en attendant que votre timidité, vous emportiez, vous arriviez à vaincre votre timidité. Donc, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, pour aller constituer, alors non pas la cave avec un avantage fiscal en private equity, mais si je veux constituer une cave patrimoniale, globalement, idéalement, sans pousser à la consommation, qu'est-ce qu'il serait sérieux que j'anticipe comme budget et sur quel temps? Je vais vous donner quelques exemples simples comme ça pour cadrer. Est-ce qu'il faut que je mette 50 000 euros sur 4 ans? Est-ce qu'il faut que je mette, est-ce qu'on peut rien, pour moins de 100 000, t'as plus rien? Ou, enfin voilà, comment répondre à la question pour pas faire peur et quelle est la meilleure stratégie à appliquer ou est-ce qu'il faut tout de suite mettre 1 million sur la table parce que à moins d'1 million, on n'a plus rien? Un conseil qui me paraît très pertinent est de pouvoir diversifier son investissement sur plusieurs millésimes. Ça me paraît très opportun, à la fois parce qu'en tant qu'amateur de vin, c'est souvent un peu ennuyant de boire toujours les mêmes millésimes et les mêmes choses. Donc ça, c'est le premier paramètre. Et d'un point de vue de valorisation, les millésimes ne se valent pas, on le voit bien et en termes de qualité et en termes de surprise parfois sur les marchés. Et c'est pas forcément les meilleurs millésimes qui se valorisent le mieux. Euh, c'est les millésimes qui sont au bon prix et c'est ce qu'on a sur les marchés dernièrement. 2019 était d'un excellent rapport qualité-prix. 2020 semble être de même augure et voire même supérieur. On a eu des surprises. Typiquement, le millésime 2013, c'était un millésime à Bordeaux qui était un peu décrié ou perçu comme un millésime assez classique. Alors que finalement, c'est un millésime qui s'est très bien valorisé et bien plus vite valorisé que des millésimes comme 2009 et 2010, qui sont des millésimes majestueux, qui ont été aussi vendus très cher. Et donc, c'est intéressant d'avoir un peu tous ces millésimes-là dans sa cave, dans la mesure où les 9 et les 10 se valoriseront peut-être. Enfin, on le voit aujourd'hui, hein, ils commencent à se valoriser, mais on a ce timing incompressible de la bouteille se valorise à partir du moment où elle commence à être prête à être dégustée. Et les grands millésimes qui mettent un peu de temps à s'ouvrir à la dégustation, du coup, il leur faut un peu plus de temps aussi pour se valoriser. C'est en ça que quand vous répartissez votre investissement sur plusieurs millésimes, pour moi, ça a du sens et c'est intéressant dans tous les sens du terme. Voilà. On sait que pour revendre un vin, ce qui est très important, c'est de pouvoir prouver qu'il a eu des bonnes conditions de conservation. Ceci a un coût, qu'on le fasse chez soi ou chez quelqu'un d'autre. Donc, si je comprends bien, dans les frais de gestion que vous appliquez annuellement, il y a, y compris dedans, le fait que vous garantissez la conservation du vin dans des conditions idéales. C'est cela? Il y a les frais de gestion, il y a les frais réels liés à la vie de la bouteille, effectivement, qui, tout compris, est au maximum, c'est-à-dire quand on est à hauteur de 10 000 euros par an sur plusieurs millésimes, on se situe sur 3% de frais annuels maximum. Et dans ces 3%, effectivement, vous avez les frais de stockage, d'assurance et logistique. Les frais de stockage, ça doit représenter moins d'1 euro par an et par bouteille. On travaille avec un entrepositaire agréé qui est situé au nord de Bordeaux, qu'on connaît très bien et dont c'est vraiment le métier, chez qui on va très souvent, qui est audité. Et au-delà de ça, il y a un audit de nos stocks qui est fait par KPMG
et ce qui certifie que les vins, d'une part, ont bien été achetés. Ça, c'est quand même très intéressant et c'est ça qui fait le titre de propriété des bouteilles. Et bien évidemment, effectivement, enfin, les conditions de stockage, d'hygrométrie et de température, c'est effectivement la base. Les bouteilles n'ont finalement que connu les chais des propriétés, l'entrepôt de stockage U-Wine via cet entrepositaire agréé, et ensuite sont expédiés directement au consommateur final qui boira la bouteille ou à son propriétaire qui a acheté la bouteille directement au château, quoi. J'ai une petite question d'Olivier qui me demande si le prix auquel le client va acheter les bouteilles chez vous et le prix qu'il pourrait avoir, ne vous en vexez pas, au prix de n'importe quel négociant, ou un peu au-dessus ou un peu en dessous. Enfin, quel est le prix qu'il va avoir chez vous par rapport à quelqu'un d'autre? On a bien compris que le conseil, pas de souci, mais voilà, le prix d'achat, comment se situe-t-il? Un peu en dessous. Et c'est tout l'intérêt aussi du modèle U-Wine, c'est de se dire que en toute transparence, la place de Bordeaux, si on parle de Bordeaux, est l'un des derniers bastions où la propriété et les châteaux décident des prix de revente particuliers. Nous, en tant que simples négociants, on n'a qu'un prix de revente particulier et un prix de revente entre professionnels comme base. Et il faut qu'on jongle avec ça. Donc, si la propriété nous dit revendez à 140, il faut qu'on revende à 140. Et si on ne respecte pas ça, l'année d'après, ils nous disent bah, du coup, vous n'avez plus de quantités qui vous sont réservées. Nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à proposer une remise par rapport au prix de revente particulier, dans la mesure où on propose aux clients, enfin à nos clients, de provisionner les 3 premières années de frais. Les fameux 3% dont on parlait au maximum tout à l'heure, ces 3% multipliés par 3 ans, on va les provisionner sur la première facture, qui évite d'une part les petites factures entre Yuan et le client, qui sont parfois de l'ordre de 10 euros, et qui permet finalement en bas de facture de bien indiquer les 140. Donc dans cette première catégorie, c'était notre exemple. Dans ce cas-là, vous achèterez le vin au prix de revente particulier moins 5%. Et puis, de la même manière, nous avons 4 catégories. Ce prix va être dégressif. Vous pouvez acheter le vin à prix de revente particulier moins 7,5%, voire même au prix de revente professionnel, auquel on ajoute simplement les frais de courtage qui sont de 2%. D'accord, d'accord, ok. Merci pour ces éléments-là. Il y a d'autres questions que je vous ferai passer en direct. C'est des questions qui sont un petit peu plus précises de la part d'un ou deux, donc je pourrais vous les faire passer, Céline, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vous remercie tous pour votre attention soutenue. Je remercie aussi tous ceux qui nous auront suivis dans le replay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un tout autre sujet, puisque nous allons parler Bitcoin le 13 avril avec un webinaire introductif sur les crypto-actifs. Donc, on parle en Bitcoin, mais pas que. Merci encore à tous. Bonne soirée. Merci Céline pour votre présence ce soir. Et Céline, dont vous avez les coordonnées, enfin les coordonnées du Wine et les nôtres, nous sommes tous à votre disposition pour vous aider à diversifier vos investissements pour vous ou votre descendance grâce à YouWine. Bonsoir à tous et à très bientôt.